Rebonjour, nous voici dans la partie 2 de la capsule 7. Donc, le cours, c'était sur la synthèse organique, et là, on va faire un exercice type qui regroupe tout ce qu'on a vu. Mais avant ça, donc si vous n'avez pas regardé la première partie, je vais faire des petites fiches récapitulatives. Alors évidemment, ça n'évite pas d'aller tout regarder, mais je reprends juste rapidement ce qu'on a vu. Donc, on avait vu que lors d'une synthèse organique, on avait plusieurs étapes. L'étape numéro 1, c'était l'étape de la synthèse qui se faisait dans un montage de chauffage à reflux. On mettait en contact les réactifs, le solvant, la pierre ponce, eau chauffée pendant un certain temps pour que la réaction se fasse. On avait vu qu'il fallait savoir légender le schéma du montage à reflux. Alors juste au passage, on peut en avoir un beaucoup plus simple avec un Erlenmeyer et un réfrigérant à air. Moi, je vous ai pris celui qu'on utilise quand même le plus souvent en synthèse organique dans le supérieur et en terminale. Vous devez connaître le rôle de la pierre ponce, le but, le principe du montage de chauffage à reflux et le rôle du catalyseur. Et donc pour ça, je vous renvoie à la partie 1 de cette capsule numéro 7. Également, pour savoir comment est-ce qu'on monte tout ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite pour tout ce qui est montage chauffage à reflux et distillation, vraiment d'un point de vue TP et donc en vue de l'ECE. Je vous remets les liens dans les commentaires en dessous. Ensuite, après l'étape de synthèse qui dure un certain temps, indiqué dans votre protocole, on a les étapes de séparation. On a vu 3 possibles en fonction de ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Si à la fin de la réaction, j'ai obtenu 2 liquides qui ne sont pas miscibles, je fais une extraction liquide-liquide dans une ampoule à décanter. Donc ici, on aura une séparation suivant la densité des 2 phases, la phase aqueuse dont le solvant est l'eau, et la phase organique dont le solvant est un solvant organique, avec les réactifs et les produits qui vont se séparer dans les 2 phases en fonction de leur affinité pour celle-ci. On avait vu la filtration, donc ça on le fait quand on a un solide et un liquide à séparer, soit la filtration simple, qui est longue mais peu coûteuse, hein, c'est vraiment du matériel de base, ou la filtration sous vide à l'aide d'un filtre Buchner qui va beaucoup plus rapidement et qui permet d'avoir un solide plus sec. On a également vu la distillation, ça c'est quand vous avez un liquide homogène, donc dedans il y a plusieurs espèces chimiques, mais elles ne sont pas discernables à l'œil nu. Quand le produit désiré est séparé du reste des réactifs et du solvant, on va essayer de l'identifier pour voir si on a fait le bon produit. Nous avions vu que l'on pouvait utiliser un banc-au-fleurs. Si votre produit était un solide, on va comparer la température de fusion produit expérimentalement avec une température dite tabulée qu'on a dans des tables, dans des tableaux de données. Si c'est la même, il est pur. Si ce n'est pas la même, soit ce n'est pas le bon produit, soit elle contient des impuretés. Il faudra donc le purifier. On peut également déterminer la température d'ébullition si c'est un liquide, donc avec un montage à distiller, là je suis en train de vous entourer le thermomètre qui permet d'avoir les températures d'ébullition. Si le produit obtenu il est liquide ou solide, on peut faire une CCM, une chromatographie sur couche mince, qui permet d'identifier, de séparer un mélange. Donc on saura s'il est pur ou non et si c'est le bon produit ou non. Pareil, je vous renvoie à la première partie de la vidéo pour tout cela. On peut également faire un spectre infrarouge. On va voir si on retrouve des bandes caractéristiques de certains groupes caractéristiques, parce qu'on va avoir des fonctions sur la molécule considérée. Et enfin, les étapes de purification. Donc, si à l'issue des étapes d'identification, on s'est aperçu que le produit n'était pas pur, on a 2 grands types de purification. Si j'ai un liquide, je vais aller faire une distillation. C'est ce qu'on a ici. Les 2 liquides, les 2 espèces chimiques vont se séparer suivant leur température d'ébullition. Celui qui a la plus faible passe en premier, celui qui a la plus grande passerait en deuxième ou resterait dans le ballon en tant que résidu. Si on a un solide, on va faire une recristallisation. Ça va permettre d'enlever les impuretés qui seraient cachées à l'intérieur du solide. Et ça, c'est pareil, je vous renvoie dans la partie 1 pour plus de détails. Quand on fait une synthèse, on va également calculer un rendement. Le rendement, donc là, je l'appelle RDT, il y en a qui l'appellent ρ, mu ou petit r. C'est égal à la masse du produit obtenu expérimentalement, donc à l'issue de la synthèse, alors le produit pur, de préférence quand même, divisé par la masse de produit théorique, si la réaction était totale. Donc ça s'obtient via un tableau d'avancement. Vous faites le Xmax, vous calculez la masse théorique que j'obtiens du produit et je fais x 100. Donc ça va aller de 0 à 100%. Et comme je dis dans l'autre vidéo, si c'est inférieur à 70%, il faudra se poser des questions. Est-ce que la réaction elle était équilibrée? Est-ce qu'elle était non totale parce qu'on n'a pas laissé se poursuivre suffisamment de temps? Est-ce qu'on a mal manipulé, etc., etc. Donc maintenant qu'on a revu les petites pierres de base, on va passer à un exercice
type. Dans cet exercice type, on aura aussi la nomenclature. Je vous remets dans les commentaires en bas une vidéo sur la nomenclature que vous devez connaître en première afin d'appréhender cet exercice type, type contrôle en fait. On met ça tout de suite. Dans cet exercice, on va étudier le butanoate d'éthyle qui a une odeur d'ananas. Donc on vous dit qu'il peut être utilisé dans les cocktails, dans les yaourts. On se propose d'étudier sa synthèse dont on donne une partie de l'équation de la réaction. Donc il y a un certain composé A qui va réagir avec un composé B. La réaction est non totale, vous voyez la double flèche, pour former de l'eau et ce composé-ci. Alors ça s'appelle une estérification. Les esters, la nomenclature des esters, vous la verrez en terminale. Okay. Protocole. Étape numéro 1. Dans un ballon, on mélange 2,0 ml d'acide butanoïque, et ça c'était le composé A. L'acide butanoïque, ça, vous savez l'écrire. Butane, 4 atomes de carbone. Avec 5,0 ml d'éthanol, c'est pareil, l'éthanol qui est un alcool, programme de première, vous devez savoir l'écrire. Ça, c'était notre composé B. 5 gouttes d'acide sulfurique. Donc, je vous avais dit que dans une synthèse, généralement, on met un acide, source d'ion H+. C'est un catalyseur. Mais un catalyseur, c'est une espèce chimique qu'on ne verra pas dans l'équation de la réaction, mais qui permet d'accélérer la réaction. Un catalyseur, il est consommé et régénéré. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Il serait à gauche et à droite de l'équation. On met les grains de pierre ponce. Vous vous souvenez, la pierre ponce, ça sert à réguler l'ébullition. Ça fait des toutes petites bulles mignonnes, mais pas des grosses bullasses qui éclatent de partout. Après avoir adapté le réfrigérant sur le ballon, donc le réfrigérant permet de piéger les vapeurs, histoire qu'on ne soit pas tous intoxiqués par la réaction. On chauffe à reflux pendant 35 minutes. Donc le reflux, c'est le fait que le solvant passe de l'état liquide à l'état gazeux, soit condensé dans le réfrigérant et retombe. Ça, on l'a vu dans la première vidéo. Donc le temps de cette étape-là est de 35 minutes. Étape numéro 2, laisser refroidir. Oui, mais sinon, vous allez vous brûler un peu les doigts quand vous allez prendre le ballon. Donc on laisse refroidir le mélange réactionnel, puis on le verse dans l'eau salée. Donc là, juste en lisant ça, je m'attends à avoir deux phases, parce que j'aurai une première phase que j'ai dans le ballon et je rajoute de l'eau. Généralement, quand vous rajoutez de l'eau, très souvent, c'est pas miscible. Après, on va voir, on continue de lire. Le tout est placé dans une ampoule à décanter. Ampoule à décanter, extraction liquide-liquide, deux phases non miscibles. Une phase aqueuse, une phase organique. Les solutés qui soient réactifs au produit vont aller se répartir soit dans la phase aqueuse, soit dans la phase organique, en fonction de leur solubilité, ce qui veut dire que plus tard, dans le bas de l'exercice, il y a intérêt à ce qu'on me donne les solubilités respectives. J'en étais où, moi? Donc les phases sont agitées, laissées reposer, on sépare la phase aqueuse de la phase organique. Donc dans 2 Erlenmeyer, c'est mieux que 2 Becher, ça en met un peu moins partout. Étape 3, une chromatographie sur couche mince, donc une CCM, est réalisée dans du cyclohexane. Le cyclohexane, ça va être l'éluant. Vous vous souvenez, on avait une cuve et on mettait un petit peu d'éluant en dessous de la ligne de dépôt. Donc c'est du cyclohexane. On a le chromatogramme suivant. Donc ça, en fait, c'est après révélation. On a le dépôt A qui correspond à l'éthanol, le dépôt B qui correspond au mélange réactionnel, le dépôt C qui correspond au butanoate d'éthyle commercial. Donc là, ça serait votre témoin. Et là, c'est ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Étape numéro 4, réaliser une distillation du mélange réactionnel. 2 fractions sont récupérées. L'une dans l'Erlenmeyer, donc à la fin de la distillation, et l'autre dans le ballon, donc le résidu. Donc en fait, il y a le premier qui est passé, qui aurait la température d'ébullition la plus faible, qu'on obtient dans l'Erlenmeyer, et l'autre, c'est ce qui reste dans le ballon, qui n'est pas passé, parce qu'on ne s'est pas embêté à chauffer encore pour que ça passe le deuxième composé. On récupère une masse de 0,56 g de ce produit dans le ballon. Donc le résidu, ce qui est resté dans le ballon, ce qui avait la température d'ébullition la plus forte, a une masse de 0,56 g. Étape 5. Une chromatographie sur couche mince est réalisée dans le cyclohexane. Donc on reprend les mêmes et on recommence. On a le chromatogramme suivant. Donc en A', on a encore remis l'éthanol. En B', le contenu du ballon. Donc on a fait la distille, c'est ce qui est dans le ballon. En C', le butanoate d'éthyle commercial, et en D, le contenu de l'Erlenmeyer. Donc on a testé ce qui est resté dans le ballon, ce qu'on avait obtenu dans l'Erlenmeyer, et on va pouvoir le comparer à l'éthanol, qui était un des réactifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, et au butanoate d'éthyle commercial, qui était le produit théoriquement obtenu. Étape 6, on réalise un spectre infrarouge du produit obtenu dans l'Erlenmeyer, celui qui est passé en premier. Donc là, on a la transmittance, le nombre d'ondes, on a les bandes caractéristiques qu'on pourra aller attribuer tout à l'heure. On vous donne des données.
On vous donne les densités de l'acide butanoïque, qui est l'un des deux réactifs, donc 0,960, il est moins dense que l'eau, c'est-à-dire qu'il flotterait à la surface de l'eau. On a la densité d'éthanol, 0,789, également moins dense que l'eau. On donne les masses molaires atomiques. Au niveau solubilité, l'acide butanoïque est soluble dans l'eau salée, l'éthanol y est partiellement soluble, le butanoate d'éthyle est insoluble. Donc le produit formé n'est pas soluble dans l'eau. Température d'ébullition de l'éthanol, 79 degrés, du butanoate d'éthyle, 121 degrés. Donc ça, c'est par rapport à la distillation qu'on a réalisée. Vous vous souvenez, il y avait deux produits à séparer. Bah là, vous avez deux températures d'ébullition. À vue de nez, ça doit être ces deux produits-là. Et celui qui est passé dans l'air est le meilleur, celui qui a la plus petite température d'ébullition, donc encore une fois à vue de nez, c'est l'éthanol. Et donc le résidu qui resterait dans le ballon serait a priori le butanoate d'éthyle. On vous donne les pictogrammes de sécurité. Donc l'éthanol, ce petit pictogramme-là, ça veut dire inflammable. Celui-ci, nocif irritant. Vous savez, nocif irritant, c'est quand vous mettiez du gel hydroalcoolique, vous aviez un peu des crevasses sur les mains. Bah en fait, c'est à peu près ça. Alors, ça peut être irritant pour la peau, ça peut être irritant pour les voies respiratoires. Enfin, on va pas s'amuser à boire ce truc, hein. L'acide butanoïque, ce pictogramme-là, ça veut dire corrosif, ça ronge. Là, on a encore du nocif irritant pour le butanoate d'éthyle et l'acide sulfurique qui est encore, du coup, corrosif. En question 1, je vous l'ai mis là, on nous demandait de dessiner la formule semi-développée des composés A et B, d'écrire l'équation de la réaction des formules brutes et sur la formule semi-développée de A et de B d'entourer le groupe caractéristique et de le nommer. Dans la formule semi-développée, je vous rappelle qu'on ne met pas les liaisons entre un atome et un hydrogène. Donc par exemple, OH, ça sera collé, CH, ça sera collé. Je vous ai mis ici ce qu'on avait dans l'énoncé. Donc le composé A, c'était l'acide butanoïque. But, c'est 4 atomes de carbone et acide, c'est que j'ai un COOH. Donc 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Acide OX, c'est qu'on a un COOH. Comme c'est la semi-développée ici, je ne mets pas la liaison entre le O et le H, je ne mets pas non plus les doublés non liants, parce qu'en semi-développé, on ne vous le demande pas. Les doublés non liants, c'est quand vous êtes en formule de Lewis. Et ensuite, je vais placer les H qui manquent, parce que je vous rappelle qu'un carbone, ça a 4 papates, ça a 4 liaisons. Et donc, tout ce qui manque, ça va être des hydrogènes. Donc ici, il a une liaison, il lui en manque 3, donc c'est CH3. Ici, il a deux liaisons, 1, 2, il lui en manque 2, donc je mets 2 H. Rebelote, hop, il lui en manque 2, et là, on est bon. Donc ça, c'est la formule semi-développée du composé A. On vous demande pour le composé B. Le composé B, ici, on vous dit que c'est l'éthanol. Et, c'est 2 atomes de carbone, c'est comme éthane. Donc, je mets 1, 2 atomes, et ol, c'est que j'ai un OH, j'ai un groupe hydroxyle. Donc, je vais le mettre ici. Je colle le O et le H parce qu'on est en semi-développé. Lui, il a 2 liaisons, il lui en manque 2, donc je mets CH2. Lui, il a une liaison, il lui en manque 3. Je mets CH3, donc ça, c'est le composé B. On vous demande maintenant d'écrire l'équation de la réaction là, des formules brutes. Donc là, pour le composé A, le carbone, on en a 1, 2, 3, 4, ça fait du C4. H, donc on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il nous reste 2 oxygènes, donc j'en mets 2 là. Le composé B, donc plus C, on en a 1, 2. H, donc là on en a 5, 6. O. Pendant que j'y pense, quand vous faites des formules brutes, c'est comment elles étaient, c'est de la méthode Chon, C-H-O-N. Je vais mettre là, C-H-O-N dans l'ordre. Donc d'abord on met le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène, puis l'azote. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu en SVT cette année, mais c'est pour vous rappeler de l'ordre. Ça donne, donc la double flèche, en fait, je l'ai faite comme ceci. Donc si vous mettez à double bec, c'est pas grave au lycée. Donne H2O, donc ça c'est déjà une formule brute, plus, j'allais faire ça. Alors, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone, c'est 6. C'est plutôt chouette parce que là on en avait 4 et 2, donc il faut que ce soit équilibré de chaque côté.
H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et l'oxygène, il y en a 2 ici. On check de chaque côté. Il y a 2 oxygènes, un oxygène, on est 3 oxygènes. 1 et 2, ça fait bien 3. Ici, j'en ai 12, 14. Et du coup, on retombe ici exactement 6 sur 14. Donc, on est bon au niveau de la réaction. Elle a bien été, les coefficients ont bien été ajustés. Tout est bon. Dans la fin de la question, on vous disait, c'est où, c'est là, sur la formule semi-développée de A et de B, entourer le groupe caractéristique et le nommer. Je vais en rouge. Donc ici, le groupe caractéristique, c'est celui-ci. Il s'agit du groupe carboxyle. Et si une molécule possède un groupe carboxyle, elle va appartenir à la famille des acides carboxyliques. Donc là, je vais mettre famille des acides carboxyliques. Je me reprends du rouge. Donc sur la deuxième, le groupe caractéristique, c'est celui-ci, c'est le groupe hydroxyle. Et si une molécule possède un groupe hydroxyle, elle appartient à la famille des alcools. Donc souvent, cette question-là, elle est posée au bac. Entourer le groupe caractéristique, le nommer, la famille des composés. Donc c'est à savoir, je vous rappelle que dans la petite vidéo où je vous ai mis le lien en bas, il y a l'infrarouge, mais il y a aussi tous les groupes caractéristiques et la nomenclature. Donc ce serait pas mal d'être au point sur ces questions-là qui, justement, rapportent des points et sont censées être simples. Pour la question 2, on nous demandait de calculer les quantités de matière initiale des réactifs introduits. Je vous ai gardé en haut l'équation de la réaction, parce que ça va nous servir, parce que la question d'après, c'est de dresser le tableau d'avancement, donc tu as un peu intérêt d'avoir l'équation de la réaction. Je vous ai mis les données qu'on avait lues tout à l'heure et le début du protocole, parce que dans le début du protocole, on a justement les quantités introduites. Donc quand je lis le début du protocole, hop, je prends du jaune. Dans un ballon, on mélange 2,0 ml d'acide butanoïque, le composé A. Donc le composé A, on a un volume. On ne vous dit pas que c'est un volume de solution, ce qui veut dire que c'est un composé qui est pur. Et donc dans la capsule numéro 1, on avait revu toutes les quantités de matière et on avait vu que quand on vous parlait d'un liquide pur, il y a 2 relations auxquelles on peut penser. Il y a N égale à ρ fois V sur grand M, ou bien il y a N qui est égal à la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume introduit divisé par la masse molaire du composé. Donc là, je vais gentiment regarder dans mes données. Oh, j'ai une densité. Donc la relation qu'on va devoir prendre pour calculer en question 2 les quantités de matière du composé A, eh bien ça va être N égale à la densité fois ρ de l'eau fois V sur grand M. Question 2. La quantité de matière de A, vous pouvez mettre entre parenthèses C4H8O2, c'est un peu long, donc je vais prendre le A qu'on vous a proposé. C'est égal à la densité, j'aurais pu mettre dA, mais comme dans l'énoncé, il me l'appelle D1, je vais garder la notation, fois la masse volumique de l'eau, que vous devez connaître par cœur. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 g par litre, ou 1,000 g par millilitre, fois le volume de A, divisé par la masse molaire de A. Je vais mettre entre parenthèses. Au niveau des unités, si vous choisissez de mettre le volume en millilitres, pourquoi je vous dis que vous choisissez? Parce que là, il est en millilitres, eh bien, vous allez exprimer la masse volumique de l'eau en grammes par millilitre, donc 1,000 g par millilitre. Si vous aviez converti en litres ici, vous mettez en grammes par litre. Donc là, j'aurais pris 1000 grammes par litre. La densité n'a pas d'unité, la masse molaire, c'est en grammes par mol, et la quantité de matière, ça va être des mols. En remplaçant par les valeurs, la densité, elle vaut 0,960. Donc la masse volumique de l'eau fois 1,000 g par millilitre, fois le volume de A, donc 2,0. Vous ne me zigouillez pas le chiffre significatif. Encore une fois, le virgule 0, c'est qu'on a pris de la variée de précision.
Donc par exemple, une pipette jaugée de 2,0 ml ou une pipette graduée de 2,0 ml pour le peser. Et la masse molaire, donc j'aurais pu la calculer juste avant, là je vais le faire directement. C'est cette formule-ci, donc on a 4 carbone, 8 hydrogène, 2 oxygène. Ça va être 4 fois la masse molaire du carbone qui est 12,0, ça je la sors pas du chapeau, hein, c'est ici, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est 1, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène qui est 16. Na égale. Quand je tape tout ça à la calculatrice, ça me donne 0,021, 818, etc., etc. Je dois m'arrêter à 2 chiffres significatifs parce que là, j'en ai 3. Là, j'en ai 2. Le plus petit, c'est 2. Okay. Et donc, en arrondissant, ça me donne 0,022 mol que vous pouvez mettre en notation scientifique. Hein, donc, 1, 2, 2,2, 10-2 mol si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est pour A. Pour B, on va aller regarder si c'est la même formule. Et bien, pour B, qu'est-ce qu'on sait? Je vais reprendre mon jaune. Oh non, du rose. On a 5,0 ml d'éthanol composé B. On vous dit encore pas que c'est une solution, donc c'est un liquide pur, donc c'est encore la même formule, d'autant que j'ai accès à la densité de l'éthanol. Donc là, on reprend exactement la même formule, mais on la met pour l'éthanol. Donc j'ai mis B ici, D2, VB, et la MB, ça sera la masse molaire de l'éthanol qui est ici, qui est le composé B. NB égale, D2, ça vaut 0,789. Rho de l'eau, donc je mets encore 1,00 parce que je me mets en grammes par millilitre. Et VB, c'était 5,0. Encore une fois, on ne zigouille pas le 0. Divisé par la masse molaire que j'aurais pu faire précédemment en écrivant masse molaire de C2H6O égale, là je le fais directos. Donc ça fait 2 carbone, donc 2 fois la masse molaire du carbone qui est 12,0, plus 6 fois celle de l'hydrogène, plus une fois, vu que là il n'y a rien, c'est 1, une fois celle de l'oxygène. Taper la calculatrice, ça me fait 0,085, 76, 0,86. On doit garder 2 chiffres significatifs à cause de celui-ci. Je vous rappelle qu'on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. Et donc, ça me fait un 0,086 mol. En notation scientifique, on décale le 1 de la virgule, ça fait 8,6, 10-2 mol. On a calculé les quantités de matière des réactifs en présence. On ne s'intéresse pas à l'acide sulfurique, c'est un catalyseur, c'est pas considéré comme un réactif, je vous dis que c'était consommé puis régénéré, hein, donc on ne calcule pas sa quantité de matière à lui. On va donc passer au tableau d'avancement. Alors en question 3, on vous demandait de dresser le tableau d'avancement et de calculer la valeur de X max dans le cas où la réaction serait totale. Alors là on voit bien que ce n'est pas le cas parce qu'on vous donnait une double flèche. Okay, donc la réaction est non totale. Mais lors du calcul du X-max, on se place toujours dans la situation théorique où la réaction serait totale. Et c'est exactement également ce qu'on va faire pour calculer le rendement plus tard. On va faire comme si elle était totale pour calculer le nombre de moles maximal de produit qu'on aurait pu obtenir, en l'occurrence donc cet ester ici. Bref, donc là, pour le tableau d'avancement, j'ai réécrit l'équation de la réaction qu'on avait trouvée avec les formules brutes. J'ai mis les états physiques, donc l'eau est toujours liquide. Bon, l'ester, on ne sait pas trop. On va imaginer qu'il est liquide si on en met dans les cocktails, etc. Hein, voilà. On n'a pas à la donnée hein, la température de fusion, donc on ne sait pas à partir de quelle température ça passe de solide à liquide. On n'a que les températures d'ébullition dans les données. L'éthanol, donc l'alcool qu'on connaît, il est liquide, l'eau est liquide, et on va faire l'hypothèse que celui-ci aussi. Quand vous n'avez pas les données, vous n'êtes pas obligé de mettre les états physiques. Alors, je vous rappelle que chaque case du tableau représente la quantité de matière de l'espèce chimique qui est au-dessus à la verticale à l'état considéré ici. Donc, cette case-là représente la quantité de matière d'éthanol, donc le composé B, à l'état initial. Cette case-là représentera la quantité de matière de l'ester obtenu, du truc qui sent l'ananas, là, à l'état final.
Donc on a deux colonnes qui précèdent tout ça, l'état du système, donc on se place à l'état initial où je mélange tous les réactifs, donc c'est le début de notre synthèse, étape 1. L'état intermédiaire, donc c'est comme en cuisine où tu mets la pointe du couteau, que tu regardes si elle est mouillée ou pas pour savoir si ton gâteau il est prêt ou pas, mais on ne déterminera pas la valeur de X. Et enfin l'état final, où l'avancement prend une valeur finale, c'est-à-dire que les quantités de matière de vos réactifs et de vos produits ne vont plus évoluer, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas égal à la valeur de X max, à la valeur que j'aurais pu avoir si on avait atteint la fin, c'est-à-dire que j'ai au moins un des deux réactifs qui est totalement consommé. Donc, d'après nos calculs précédents, avec les chiffres significatifs qu'on avait, ici on en a 0,022 mol. J'aurais pu mettre 2,210-2, on est d'accord. Ici 0,086. Et si vous voulez, vous pouvez marquer aussi des expressions littérales, c'est beaucoup plus classe. À l'état initial, je n'ai pas d'eau de formée. Alors là, faites attention, d'habitude, on met l'eau en excès dans ce qu'on avait déjà vu, mais c'est parce que vous avez des hacks d'habitude, c'est-à-dire dissous dans l'eau en tout cas de molécules d'eau, ce qui veut dire qu'il y a plein d'eau. Mais là, on vous dit nulle part que c'est en solution dans l'eau, vos réactifs. Donc, il n'y a pas plein d'eau. L'eau, on n'en a donc pas au début. Donc, en chimie organique, faites bien attention. Au début, on n'a pas d'eau. Quand on est en chimie inorganique, avec les ions, etc., dans les dosages, les titrages, l'eau est quasiment tout le temps mis en excès. Alors, soit on barre la case, soit on met excès. Et ici, j'en ai pas non plus. Je commence à faire ma synthèse. Je n'ai pas encore du produit. Ça n'a pas encore commencé. Ensuite, à un état intermédiaire, je vais avoir ce que j'avais au début, mon 0,022 mol, moins un petit truc qui a disparu. Le petit truc qui a disparu, c'est X. Je regarde bien s'il y a un coefficient stoichiométrique devant, il n'y a rien, donc c'est 1. Si j'avais eu un 2, j'aurais mis un moins 2X. Ici, j'ai 0,086 moins ce qui a disparu. J'ai rien ici, donc c'est juste moins X. Tout ce qui a disparu d'un côté réapparaît de l'autre côté avec l'équation stoichiométrique, mais là aussi c'est 1 et 1, donc je vais avoir 0 plus x, donc je laisse juste x, 0 plus x, x, et la dernière ligne c'est la même mais avec des xf. 0,022 moins xf, 0,086 moins xf, xf, xf. Et on vous demande de déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant dans l'hypothèse de la réaction totale, c'est celui qui va vous donner le Xmax le plus petit. Donc, dans l'hypothèse d'une réaction totale, si l'acide, donc C4H8O2, et le réactif limitant, alors à la fin il n'y en a plus, la fin c'est cette case-là, donc cette case-là doit être nulle. Donc 0,022 moins, on ne met pas un XF, on met un Xmax, parce que c'est le cas théorique où la réaction elle est totale, égale à 0, ce qui nous fait un Xmax égale à 0,022 mol. Si c'est pas lui, mais que c'est le copain, donc je vais mettre un petit rond. Si, donc c'est l'autre, lui, qui est le réactif limitant, C2 H6O et limitant. Alors, sa case à l'état final, donc tout ça doit être égal à 0. 0,086 moins x max, encore une fois, parce qu'on est dans le cas théorique, égal à 0. J'en déduis que ça me ferait un x max qui vaut 0,086 mol. On n'oublie pas l'unité, généralement, là, vous m'oubliez l'unité. Et je regarde quel est le plus petit des deux. C'est celui-ci, ce qui veut dire que si la réaction était totale, ça serait l'acide qui serait consommé en premier. Le X max vaut 0,022 mol. Juste pour vous spoiler un petit peu la suite, à quoi ça sert d'avoir calculé le X max? Ça va être pour calculer le rendement, pour calculer le nombre de moles théoriques que j'aurais pu obtenir. Parce qu'en fait, vous voyez dans le tableau d'avancement, donc ça c'est votre ester, le truc qui sent l'ananas, le produit d'intérêt. À la fin, au maximum, j'en ai XF égale à X max. Je ne peux pas dépasser cette valeur-là. Donc au maximum, le nombre de moles sera égal à 0,022. Et avec la relation N égale à petit m sur grand M, je peux calculer la masse théorique. Ça ferait la masse égale au petit n fois grand M.
donc qui sera égal à X max, fois la masse molaire de ce composé-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait calculer ça. Quant à la masse expérimentale, au niveau première, on est obligé de vous la fournir dans l'énoncé. C'est que la masse théorique que vous pouvez calculer à partir du X max. En question 4, on nous demandait de repérer dans les étapes du protocole celles qui correspondent à l'étape de synthèse, à une étape de séparation ou d'isolement, à une étape de purification et une étape d'identification. Ça tombe aussi au bac, donc en terminale. Alors, c'est du programme de première, mais c'est également du programme de terminale. Donc, ça peut être utile de savoir faire ça. Donc, on lit étape 1. Dans un ballon, on mélange donc les deux réactifs, de l'acide sulfurique, des grains de pierre ponce, on adapte un réfrigérant, on chauffe à reflux. Là, on ne se pose pas la question. On a un montage de chauffage à reflux. C'est l'étape de synthèse. Donc, je vais mettre 1. Hop, ça, c'est l'étape de synthèse. Ensuite, on laisse refroidir le mélange réactionnel. On le verse dans de l'eau salée. Le tout est placé dans une ampoule à décanter. Les phases sont agitées, laissées reposer. Donc là, c'est ce qu'on a vu, c'est l'ampoule à décanter, c'est extraction liquide liquide. C'est une des étapes de séparation dans le cours de la partie 1. Donc ici, c'est bien une étape de séparation, isolement. Ok, je vais vous mettre la suite. En étape 3, on vous dit qu'une chromatographie sur couche mince est réalisée dans du cyclohexane. On donne le chromatogramme. On a vu que la CCM fait partie des étapes d'identification. Voilà, si je mets un petit 3 pour rester cohérente sur l'étape de purif, là, l'étape d'identification, ce serait le 4. Donc l'étape ici 3 est une étape d'identification. Étape 4. Réaliser une distillation du mélange réactionnel. Deux fractions sont récupérées, l'une dans l'air meilleur, l'autre dans le ballon. Alors, on a vu que la distillation, on peut s'en servir pour faire une séparation ou pour purifier. On regarde l'étape qu'on a avant. L'étape qu'on a avant, on avait une CCM où le mélange réactionnel, ici en B, est composé de 2 tâches. Donc 2 produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas pur. Donc, si je viens de voir que mon produit n'est pas pur et que c'est déjà une étape d'identification, je ne vais pas me retaper une séparation, j'ai plutôt purifié. D'accord? Donc, dans la suite logique, après la CCM, je vois que c'est pas pur. Hein, on a bien ici du butanoate d'éthyle réalisé parce qu'il a le même rapport frontal que celui qui est commercial, mais il reste de l'éthanol, un des réactifs. Donc, on va réaliser une purification. Donc ici, la distille, c'était une étape de purification. Donc c'est le petit 3 ici qui correspond à l'étape de purification. Ensuite, je refais une CCM. Étape 5, une chromatographie sur couche mince, c'est réalisé en du cyclohexane. On fournit les chromatogrammes. Et donc le butanoate d'éthyle commercial, il est ici. Le produit obtenu dans le ballon ici. Donc bref, dans le ballon, on voit que c'est le même que le butanoate d'éthyle commercial. Donc mon produit, il a bien été purifié. Et ça sert à quoi cette étape-là? Eh bien, c'est une étape d'identification. J'identifie ce que j'ai fait, ce qui est dans le ballon et ce qui est dans mon Erlen. Donc cette étape 5, c'était aussi une étape d'identification. Et donc mes numéros ici correspondent aux petites étapes qui sont là. Et enfin, l'étape 6, on a réalisé un spectre infrarouge du produit obtenu dans l'Erlenmeyer. Donc à quoi ça sert de réaliser un spectre infrarouge? C'est une étape qui permet d'identifier une espèce chimique. Donc parmi la liste qu'on vous propose, c'est une étape d'identification également. Donc l'étape 6, hop, je lui mets le numéro 4. On avait encore une étape d'identification. En question 5 maintenant, on vous demandait de donner la signification des pictogrammes de sécurité des réactifs et des produits utilisés et préciser ce qu'il faut tenir comme comportement face à ces produits au laboratoire. Donc ça, c'est tout ce qui est protection individuelle. On a dit tout à l'heure que l'éthanol était inflammable. Donc pour se protéger de quelque chose d'inflammable, on va juste pas faire de source d'étincelles, de flammes. Tu vas pas fumer ta clope à côté. Tu vas pas allumer un bec électrique. Bref, on ne met pas de flamme ou de source d'étincelles juste à côté de l'éthanol. Ça voulait dire nocif, irritant. Donc pour s'en protéger, on va mettre des gants. Alors évidemment une blouse, voilà, on s'attache les cheveux, on met des lunettes de protection et on va manipuler sous hotte aspirante si le laboratoire en a une. Je sais qu'au lycée, souvent on ouvre les fenêtres, mais normalement on est censé manipuler sous hotte aspirante. Donc gants, lunettes, hotte, quand c'est nocif, irritant.
Ensuite, l'acide butanoïque. Ce pictogramme-là veut dire corrosif. Ça veut dire que ça vous ronge les mains, ça vous ronge la feuille, le bois, ce que vous voulez. Ça ronge. Et donc, pour s'en protéger, bien évidemment, on met encore des gants, on met des lunettes, on met bien sa blouse, qu'on ferme d'ailleurs, accessoirement. Bon, de toute façon, quand on est au laboratoire, on ne se met pas les jambes à l'air. D'accord? Donc, on met une blouse. Vous n'allez pas vous mettre en short en dessous. Tout est couvert pour ne pas se recevoir une goutte de produit corrosif. Donc, gants, lunettes et hotte aspirante. Parce qu'en fait, s'il y a des vapeurs qui émanent du produit, vous allez les respirer, ça va vous brûler dans toute la gorge. C'est pareil pour le nocif irritant, hein, d'accord? La hotte, ça sert aussi à ce qu'on ne respire pas les vapeurs. Donc là, pour le butanoate-éthyle, c'est pareil, c'est nocif irritant, même protection. Et encore une fois, l'acide sulfurique, alors qui n'était pas un réactif, qui était le catalyseur, mais qu'on utilise tout de même, était corrosif. Donc gants, lunettes, hotte, la blouse, tout le tralala. En question 6 maintenant. On est à la moitié des questions. Faire un schéma légendé d'un montage de chauffage à reflux. Donc vous devez savoir le dessiner, savoir le légender. Quel est l'intérêt, le principe d'un montage de chauffage à reflux? À quoi sert la pierre ponce? À quoi sert l'acide sulfurique? Donc des questions ultra classiques. Donc vous apprenez à dessiner ça. Là, ici à l'intérieur, c'est le mélange réactionnel. Mélange réactionnel, ça veut dire quoi le mélange réactionnel? C'est les réactifs, le solvant, la pierre ponce, c'est bon, les produits qui sont en cours de formation. Mélange réactionnel plus pierre ponce. Ici, là, on avait l'entrée d'eau, donc l'eau froide, entrée d'eau. L'eau rentre toujours par le bas et sort toujours par le haut. Ça rentre là, dans le réfrigérant, ça ressort là. Sortie d'eau, donc qui est légèrement réchauffée. Ce machin-là, ici, avec la flèche, alors je vais plutôt le mettre ici parce que j'ai pas trop de place, c'est le réfrigérant à boule qui permet de condenser les vapeurs. Réfrigérant à boule. Ça, c'est le ballon. Donc c'est en verre, hein. Ça, c'est le chauffe-ballon. Ça, c'est le support élévateur. Et ça, c'est la potence, hein, ou support tout court. Voilà pour cette question-ci. Quel est l'intérêt, le principe d'un montage de chauffage à reflux? On l'a revu dans le cours. L'intérêt, ça va être d'accélérer la réaction grâce au chauffage, tout en condensant les vapeurs des produits et des réactifs grâce au réfrigérant à boule. D'accord? Donc on évite d'avoir des vapeurs qui peuvent être toxiques, corrosifs, etc. Donc dans notre cas, à nous, c'est nocif, irritant et corrosif, parce que ça les condense et ça redescend à l'intérieur du montage, hein, sous forme liquide. À quoi sert la pierre ponce? On avait vu que la pierre ponce, qui était très poreuse, qui avait des petits trous à sa surface, servait à ce que les bulles de gaz se forment sous cette surface et fassent des petites bulles. Donc la réponse attendue, c'est la pierre ponce, sert à réguler l'ébullition. Ça agite et ça fait des petites bulles, hein, ça régule l'ébullition. À quoi sert l'acide sulfurique? L'acide sulfurique est une source d'ion H+, c'est un catalyseur. Souvent, on en met donc dans ces réactions d'estérification pour augmenter la vitesse de la réaction. Donc un catalyseur est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse de la réaction, mais qui n'apparaît pas dans le bilan de cette réaction, ni au niveau des réactifs, ni au niveau des produits, car il est consommé puis régénéré. Alors pour la question 7, à quoi sert l'étape d'extraction liquide-liquide réalisée dans l'ampoule à décanter? Justifier, dessiner l'ampoule à décanter, préciser la position des deux phases et ce qu'elles contiennent. Je vous ai remis ici les données. La densité de l'acide butanoïque qui était un des réactifs, la densité de l'éthanol qui était un des réactifs. Donc on avait vu que tous les deux avaient une densité plus faible que l'eau. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que généralement on a une phase aqueuse, une phase organique, hein, donc on compare les densités à l'eau. La solubilité de l'acide butanoïque est soluble dans l'eau salée, l'éthanol y est partiellement soluble, donc ça veut dire que l'éthanol va y en avoir un petit peu dans l'eau salée et un petit peu dans la phase organique, et le butanoate d'éthyle y est insoluble. Donc, petit rappel des épisodes précédents, en étape 1, on a fait la réaction, on a mélangé les réactifs, tout ça. Donc on avait l'acide butanoïque en réactif, l'éthanol en réactif, et on avait formé du butanoate d'éthyle et de l'eau. On vous dit qu'on laisse refroidir le mélange, puis on verse dans de l'eau salée. Donc dans ce mélange réactionnel final, je rajoute de l'eau salée.
Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le tout, on va le mettre dans l'ampoule à décanter et qu'on va agiter? Eh bien, les composés qui restent, les espèces chimiques qui restent, que ce soit des réactifs ou des produits, vont se répartir soit dans l'eau, la phase aqueuse, soit dans le reste de phase organique. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'eau? Sachant que l'eau va être en bas, vu de toute façon la densité des trucs qu'on a. Donc l'eau va être ici, phase aqueuse, de densité vaut 1, et ici, aqueuse, ici au-dessus, phase organique. Alors qu'est-ce qui est soluble dans l'eau? On vous dit l'acide butanoïque, donc dans l'eau salée. Donc dans la phase aqueuse, on a de l'eau salée, plus de l'acide butanoïque, éthanol partiellement, donc plus un peu d'éthanol. Alors pourquoi est-ce que je marque les réactifs? Parce que comme la réaction est non totale, il vous en reste à la fin des deux. D'accord? Si c'était total en proportion stoichiométrique, on pourrait très bien ne plus en avoir à la fin, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Le butanoate d'éthyle y est insoluble, donc dans la phase organique, il va nous rester quoi? Il va nous rester le butanoate d'éthyle. Et comme l'éthanol n'y est que un petit peu soluble dans l'eau, vraisemblablement, il restera aussi un peu d'éthanol. Ok, donc une phase organique moins dense que l'eau, donc ici. Donc on aurait pu donner aussi comment ça s'appelle? La densité du butanoate d'éthyle, qui est également inférieure à 1. Donc là-haut, on a ça, on a l'éthanol. En bas, on a l'eau salée, on a l'acide butanoïque, un peu d'éthanol. Et en fait, l'acide sulfurique, c'est un acide qui va être également soluble dans l'eau. Donc, on va récupérer le reste d'acide sulfurique en phase aqueuse. H2SO4. On va pouvoir séparer ça et ça, ce qui fait qu'après l'extraction, il va nous rester dans la phase organique le butanoate d'éthyle, donc notre composé que je voulais, et un petit peu d'éthanol. Donc, il va falloir séparer les deux. On peut appeler ça purifier également. Donc, soit c'est une étape de séparation qu'on pourrait faire par une distillation, soit une étape dite de purification. Tout dépend de combien est-ce qu'il reste d'éthanol, si c'est à l'état vraiment de trace ou s'il y en a vraiment beaucoup. Question 8. Après extraction de la phase organique via l'ampoule à décanter, le produit obtenu est-il pur? Faut-il le purifier? J'ai repris l'étape 3 où on vous disait qu'une chromatographie sur couche mince est réalisée dans le cycle hexane. Et donc le mélange réactionnel obtenu après l'ampoule à décanter, hein, donc ça serait le contenu de la phase organique, on le passe en CCM, on l'a mis au milieu, qui est censé contenir l'éthanol et l'ester, le truc qui sent bon qu'on veut. Et effectivement, on voit que ça migrait sous forme de deux taches. Deux taches, donc ce n'est pas pur. On fait une lecture horizontale. Horizontalement, ça a le même rapport frontal ici que le composé C, qui est le butanoate d'éthyle commercial. J'ai donc bien formé le produit que je souhaitais former, mais ce n'est pas pur. Et l'autre tâche a le même rapport frontal que l'éthanol. Donc il me reste bien de l'éthanol. Enfin, ça en même temps, on l'avait prévu. Et j'ai bien formé le bon composé. Donc pour répondre à la question, après extraction de la phase organique via l'ampoule à décanter, le produit obtenu est-il pur? Non, il n'est pas pur, car en CCM, on observe deux tâches. Faut-il le purifier? Bah ouais, ça serait bien d'enlever l'éthanol quand même, hein. Et ça tombe bien, parce que l'étape d'après, c'est une distillation. Et dans les données, on avait vu que l'éthanol n'avait pas la même température d'ébullition que le butanoate d'éthyle. Donc on va pouvoir les séparer selon leur température d'ébullition. Celui qui aura la plus faible va passer en premier, en l'occurrence c'est l'éthanol. Et il va rester dans le ballon le résidu, qui va être le butanoate d'éthyle que je veux récupérer. Alors, en question 9, faire le schéma légendé d'une distillation. Bon, là, je ne me suis pas embêtée, je vous ai remis le schéma que vous aviez dans le cours, mais vous devez savoir le dessiner. Préciser quel produit se trouvera dans l'Erlenmeyer et lequel restera en ballon en fin de distillation. Ici, je vous rappelle que là, c'est le ballon, le chauffe-ballon, le support élévateur. Le support élévateur, on peut le baisser d'un coup si on veut diminuer la température dans le milieu réactionnel rapidement parce qu'on a une inertie. Ici, il y a la colonne de Vigreux, ça peut être juste une colonne toute bête. En haut, on a le thermomètre qui permet de voir la température des vapeurs, donc la température d'ébullition
des composés qui vont passer. Ici, on a un réfrigérant droit, l'eau rentre par le bas, sort par le haut, et tout ça va dans un Erlenmeyer. Donc, c'est celui qui a la plus petite température d'ébullition qui va passer en premier quand on va chauffer. Le thermomètre va stationner à la même température pendant tout le temps où le premier composé va passer. Puis, quand on voit que le thermomètre, ça commence à réaugmenter, c'est que le deuxième composé est en train de passer. Donc l'éthanol bout à 79 degrés alors que le butanoate d'éthyle bout à 121 degrés. Le premier composé qui va passer, c'est l'éthanol. Donc c'est pour ça que c'est lui qu'on va récupérer dans l'Erlen. Ici, on n'attend pas la deuxième fraction qui va passer, hein, la deuxième fois où ça va réaugmenter ici. Eh bien, j'obtiens un résidu, hein, si je coupe tout. Le résidu, c'est le butanoate d'éthyle, c'est ce qui va me rester dans le ballon. À la question suivante, on vous demande si le produit récupéré dans le ballon en fin de distillation est pur. Vous vous souvenez que le produit récupéré est censé être le butanoate d'éthyle, alors que dans l'Erlen, c'était censé être l'éthanol. Et on vous demande est-ce que c'est bien du butanoate d'éthyle. Je vous ai remis les étapes concernées, et notamment l'étape 5 qui suit la distillation, où on nous dit qu'une CCM est encore réalisée. En A', on a l'éthanol. En B', le contenu du ballon, donc ce qu'on vous demande de regarder si c'est pur ou pas. En C', le butanoate d'éthyle commercial, le témoin. Et en D, le contenu de l'Erlenmeyer. En lecture verticale, en B' pour le contenu du ballon, on ne voit qu'une seule tâche. Une seule tâche est que votre composé est pur. Donc oui, pour répondre à la question 10, le produit récupéré dans le ballon en fin de distillation, il est pur. Est-ce que c'est bien du butanoate d'éthyle? On va faire une lecture horizontale. Je vous rappelle que si les tâches migrent à la même hauteur, c'est que c'est le même composé chimique. Et on voit qu'en B', on a une tâche qui a le même rapport frontal qu'en C'. Donc, le contenu du ballon contient bien du butanoate d'éthyle. Et juste comme ça, on voit qu'en A', on a le même rapport frontal qu'en D. Donc, le contenu de l'Erlenmeyer, c'était bien de l'éthanol. À l'aide du spectre infrarouge, retrouvez votre réponse à la question 9 concernant le composé se trouvant dans l'Erlenmeyer. Dans l'Erlenmeyer, c'était de l'éthanol. Et donc normalement, vous auriez un tableau avec les bandes caractéristiques et à quel nombre d'ondes est-ce que la bande, elle sort. Je ne l'ai pas remise. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la petite vidéo où j'avais parlé de l'infrarouge et des bandes caractéristiques. J'ai tout mis sur un seul graphique pour que ça se voit un petit peu sur un seul spectre, un seul graphique. Alors ici, ça c'est hyper caractéristique, c'est ce qu'on appelle entre nous la patate. Tu as une patate, tu as un groupe OH, un groupe hydroxyle. Donc ça, c'est la bande caractéristique de la vibration de la liaison OH. Okay, à chaque bande correspond une vibration. Donc cette liaison OH d'un alcool, donc ici on n'est pas en phase gaz d'ailleurs, hein, ça serait un alcool lié, on a plein de liaisons hydrogènes, ça vibre tous ensemble. Bref, on a bien un alcool. Ici, en fait, c'est la vibration des liaisons CH des alcanes, donc ça y est toujours vers 2900, 3000 cm-1. Et en dessous de 1500 cm-1, c'est l'empreinte digitale, donc tout ça, on ne regarde pas. Donc les deux seules bandes qu'on peut regarder, c'est celles-ci. Elles sont toujours en chimie organique, les CH des alcanes. Et celle-ci, la bande caractéristique, donc qui est forte et large. Hein, donc je redis la petite phrase, vers alors 3000, je sais pas, 3300, 3400 cm-1, on observe une bande correspondant à la vibration de la liaison simple OH d'un alcool lié, si vous voulez vous la péter un peu, vous mettez alcool lié, parce qu'on n'est pas en phase gaz, mais ici en phase liquide, et donc cet aspect un peu de patate, de truc un peu élargi, c'est dû aux liaisons hydrogènes entre les molécules. Voilà, donc en fait, comme on a un alcool, bah, ça colle bien avec le fait que ce soit de l'éthanol. Hein. Donc l'éthanol, c'était CH3, CH2, OH en formule semi-développée. Donc on a bien les CH ici, qu'on voit là, et la OH qui est ici. Là-dedans, on pourrait voir la CO et les CC, mais on ne vous demande pas de l'attribuer. Ensuite, calculer le rendement de cette synthèse et commenter. Le rendement, c'est le rapport entre la masse de produit obtenu expérimentalement sur la masse que j'aurais pu en obtenir de façon théorique si la réaction était totale, le tout fois 100. Et on vous donnait, dans les données, la masse qu'on obtenait dans le ballon. Donc dans le ballon, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le ballon après la distillation, hein, c'était du butanoate d'éthyle qu'on avait récupéré et on vous donnait la masse. Donc je vais vous remettre les données. Donc, je vous ai remis dans l'étape 4, réaliser la distillation du mélange réactionnel. Deux fractions sont récupérées, l'une dans l'Erlenmeyer et l'autre dans le ballon. Et il vous disait que dans le ballon, on récupérait une masse de 0,5
56 grammes de ce produit final. Donc, le 0,56 g, ça correspond à votre masse de produit obtenue expérimentalement. Et maintenant, il faut que je connaisse la masse théorique de produit, la masse que j'aurais obtenue si la réaction était totale et si ça avait été jusqu'au bout, d'accord? Donc, dans un monde parfait. Comment je l'obtiens? Je vais l'obtenir grâce au Xmax. Vous vous souvenez, on l'avait calculé dans les questions précédentes. Donc, dans la dernière ligne du tableau d'avancement, la quantité de matière du produit, c'est égal à XF, dans le cas où la réaction était considérée comme totale, ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Mais dans l'hypothèse où elle était totale, le nombre de moles de butanoate d'éthyle aurait été égal au Xmax. Et le Xmax, je l'écris, on avait 0,022 moles. Après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que petit n, c'est petit m sur grand M. En isolant petit m, la masse est égale au petit n, la quantité de matière, fois la masse molaire. Donc si je veux calculer ma masse théorique de produit du butanoate d'éthyle, il faut que je fasse son Xmax, qui correspond à la quantité de matière théorique, fois sa masse molaire. Ici, je vous ai remis la formule brute du butanoate d'éthyle. Ça nous fait combien, ça? Xmax, on a dit que ça valait 0,022 fois la masse molaire, donc 6 fois 12,0, masse molaire du carbone, plus 12 fois 1,0, la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois 16,0, la masse molaire de l'oxygène. Pour le calcul, ici, vous ne prenez pas l'arrondi, vous prenez tout ce que votre calculatrice vous avait donné au début. Vous vous souvenez, mais quand on prend un résultat issu d'un calcul précédent, vous gardez tout ce que votre calculatrice vous donne, c'est juste que sur le papier, vous faites l'arrondi avec les chiffres significatifs. Donc moi, là, à la calculatrice, je trouve 2,53, 0,9, etc. Et on doit arrondir à cause de ce chiffre-là à deux chiffres significatifs, ce qui me fait 2,5. 2,5 grammes. La masse qu'on aurait pu obtenir en théorie, si la réaction était totale et si un des deux réactifs, ou là en l'occurrence les deux parce que c'est stoichiométrique, avait été totalement consommé, aurait été 2,5 grammes. Mais j'en obtiens que 0,56 grammes. Donc on va calculer le rendement qui est le rapport de cette masse-ci par cette masse-ci fois 100. Donc je vous ai remis la formule. Le rendement, encore une fois, qu'on peut appeler RDT, R, ρ, mu, donc ça dépend des profs ou rendement comme ça. C'est le rapport de la masse expérimentale sur la masse théorique fois 100. Attention, vous pouvez l'écrire aussi en quantité de matière. Ça peut être N expérimental sur N théorique fois 100. Donc le N théorique, là, ça aurait été X max. Et le M expérimental, eh bien, j'aurais dû calculer la quantité de matière qui correspondait à cette masse. Toujours avec N égale à petit m sur grand M. Bref, donc vous avez la formule. M expérimental, c'est 0,56. M théorique, on vient de la calculer, c'est 2,5 fois 100 et j'obtiens 22%, ce qui est ridicule, c'est tout petit. On commence à se poser des questions quand on est inférieur à 70%. Donc là, ça montre bien que la réaction, elle était non totale, elle est équilibrée, on avait la double flèche, et ça se trouve, en fait, on n'a même pas attendu suffisamment longtemps pour atteindre l'équilibre l'équilibre qui nous aurait permis, dans le cas d'une estérification, en théorie, d'atteindre 60% de rendement. Donc ce rendement est très faible, on peut aussi l'expliquer par des problèmes de manipulation, hein. Peut-être qu'il en restait dans les différentes étapes, qu'on a perdu aussi lors de la distille. Donc soit en fait on a perdu du produit lors des étapes de séparation, de purification, soit on n'a pas attendu assez longtemps le chauffage, hein, donc on n'a pas attendu jusqu'à l'équilibre théorique, même si cet équilibre nous aurait quand même laissé des réactifs, hein, parce que le principe de l'équilibre, c'est qu'il filtrait des réactifs et des produits à l'état final. Bref, donc voilà, 22%, c'est pas foufou. Donc ce qui vient clôturer toutes les révisions de chimie de première. Et donc la prochaine fois, j'attaque la physique. Bonne fin de journée.